Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Depuis 15 ans, je chasse des créatures dont la plupart des gens croient qu'elles n'existent que dans les cauchemars. Je tiens un journal de toutes mes affaires. Organisé par date, type de créature, lieu, nombre de victimes confirmées et suspectées, et méthode d'élimination. Le journal comporte de nombreuses pages tachées de sang. Tout le sang n'est pas de moi. 27 mars 1995. Mon téléphone a sonné à 4h37 du matin. Il s'agissait de Frank, député d'un district rural du nord du Minnesota, près de la frontière canadienne. Il est l'un des rares policiers à savoir ce qui existe réellement dans l'ombre. La plupart de ceux qui l'apprennent en finissent morts ou fous. Frank vient de l'accepter et m'appelle maintenant lorsque quelque chose lui échappe. Frank m'a parlé de 3 étudiants qui sont allés camper dans les bois il y a 5 jours. Ils auraient dû revenir avant-hier, mais leurs voitures étaient toujours à l'entrée du sentier. Les recherches officielles pendant 2 jours n'ont absolument rien trouvé, pas même des empreintes de pas sortant du sentier principal. Ils n'avaient pas plu ces 2 dernières semaines, donc les marques devraient être là. Quant à la faune, il y avait quelques ours dans la région, mais aucune observation récente ni aucun signe d'attaque. Cela a immédiatement piqué mon intérêt. C'est une chose que les gens se perdent dans les bois. Scène est une autre de disparaître sans laisser de traces. Frank a mentionné que quelque chose de similaire s'était produit il y a 40 ans, avant son mandat de délégué. 5 chasseurs ont disparu dans la même zone et n'ont jamais été retrouvés. L'affaire a été officiellement classée comme accident de forêt. Mais ce n'est pas tout ces dernières semaines. Des chasseurs locaux ont signalé que les animaux s'éloignaient de cette région particulière, comme s'ils avaient peur. Et l'un des rangers avait entendu dans la nuit des cris qui ne semblaient pas humains. 6 heures après la correspondance, je roulais sur la route principale à travers les vastes forêts du nord du Minnesota, ma vieille Jeep Cherokee chargée de matériel. J'ai un kit pour chaque type de créature surnaturelle connue et quelques-unes pour celles que je n'ai pas rencontrées mais dont j'ai entendu des rumeurs. Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai traversé de petits villages dispersés, le genre d'endroit où tout le monde se connaît par son prénom et se méfie des étrangers. Il se méfie particulièrement d'un homme seul, avec des cicatrices sur le visage, et une expression qui suggère qu'il a vu des choses que personne ne devrait voir. Nous étions au début du printemps, mais dans cette région, l'hiver n'avait pas encore complètement desserré son emprise. Les derniers bancs de neige ont tenu dans les zones sombragées, et l'air avait une fraîcheur mordante qui laissait présager la possibilité de nouvelles chutes de neige. Le moment idéal pour se perdre en forêt et mourir d'hypothermie. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas ce qui était arrivé à ces jeunes. Frank m'a rencontré au bureau du shérif local, un petit bâtiment en bois qui semblait n'avoir pas été repeint depuis les années 70. Il était plus âgé que dans mes souvenirs, avec 2 profonds cernes sous les yeux dus aux derniers jours de recherche frustrés. Il m'a remis une carte d'identité temporaire de consultant du département. Les parents des garçons faisaient pression sur le gouvernement de l'État et les médias qualifiaient déjà l'affaire de mystère de la forêt du Nord. Il fallait les retrouver rapidement, ou ce qu'il en reste, comme je l'ai mentionné. Nous n'étions pas du genre à nous accrocher à de faux espoirs. Frank m'a montré une carte de la réserve forestière où les jeunes hommes avaient disparu. C'était une zone immense, densément boisée, avec peu de sentiers et de sentiers balisés. Le point d'entrée du sentier était un petit parking à côté de la route principale, où se trouvaient toujours les voitures des personnes disparues, une Toyota Quadrunner et une vieille Ford Bronco. Les disparus étaient 3 jeunes étudiants universitaires, Michael Reese, 21 ans, étudiant en biologie, originaire de la région et familier avec la forêt Sarah Collins, 20 ans, étudiante en géologie, expérimentée en sentier mais première fois dans ce domaine précis, et Darren Wilson, 22 ans, un étudiant en cinéma qui tournait apparemment un documentaire sur les légendes locales. C'est lorsque j'ai posé des questions sur ces légendes que quelque chose a commencé à prendre un sens. Frank a expliqué que la région avait les histoires habituelles, observations de créatures étranges, bruits inexpliqués. La tribu Ojibwe, qui habitait la région, avait autrefois des légendes sur un esprit maléfique de la forêt, né lorsqu'un homme mangeait de la chair humaine pendant un hiver rigoureux et se transformait en quelque chose de différent. Une sensation familière parcourut ma colonne vertébrale. J'avais déjà entendu des histoires similaires, dans des lieux différents, avec des noms différents, mais toujours avec le même thème central, la faim, le cannibalisme et la transformation. Frank m'a montré les objets trouvés dans les voitures des étudiants, matériel de camping, nourriture, vêtements de réchange.
Parmi les effets personnels, il y avait quelque chose qui a confirmé mes soupçons des pages imprimées d'un livre, de légendes amérindiennes, avec des notes dans les marges et un mot surligné en jaune en haut de la page Wendigo. Jai marmonnait une malédiction. Frank m'a demandé si Jen avait déjà rencontré une auparavant. Jai répondit oui, 2 fois. Une fois dans le nord du Canada, en 1987. Une autre fois dans le Montana, en 1992. Jai survécut, mais certaines personnes qui m'accompagnaient n'ont pas eu cette chance. Je n'ai pas évoqué les cauchemars que Jai fait pendant des mois après ces rencontres. Les cris que j'entendais encore lors des nuits particulièrement silencieuses. L'odeur de chair pourrie qui semblait parfois flotter dans l'air lorsqu'il se réveillait en sueur dans les chambres de motel. Jai regardait à nouveau la carte, la vaste étendue verte parsemée de bleu, où les lacs et les ruisseaux traversaient la forêt. Une forêt ancienne et dense où l'hiver est implacable et où la faim pourrait facilement transformer un homme en quelque chose de complètement différent. Il n'y avait qu'une seule façon de savoir si nous avions affaire à un Wendigo. Jai récupérait mon équipement dans la Jeep, un fusil de chasse de calibre 12 chargé de balles en argent. Non pas qu'il fonctionnait spécifiquement contre les Wendigo, mais il fonctionnait contre la plupart des choses, un pistolet, des couteaux, de différentes tailles, une petite hache, des lampes de poche, des cordes, une trousse de premier secours, de l'eau, des rations d'urgence, et mon objet le plus important, un sac rempli d'engins incendiaires fait maison. Parce que s'il y a une chose que Jai a apprise au cours de toutes ces années, c'est que presque toutes les créatures ont peur du feu. Surtout les Wendigo. Le soleil commençait à se coucher lorsque nous arrivâmes au début du sentier. L'air se refroidissait rapidement. Les 2 véhicules des hommes disparus étaient garés dans Anquine, le Quadrunner et le Bronco, recouverts d'une fine couche de rosée gelée, ressemblant à de fantômes métalliques dans la pénombre du coucher de soleil. Frank a demandé si nous devions attendre l'aube. Jai répondit non, que chaque heure pourrait être cruciale si les jeunes étaient encore en vie. De plus, le Wendigo chasse mieux la nuit, ce serait le meilleur moment pour le trouver, aussi risqué soit-il. Frank ne semblait pas convaincu, mais il accepta. Jai prit mon sac à dos plus lourd et lui en étendit un plus léger. Je lui ai demandé s'il était sûr de vouloir m'accompagner. Il a répondu qu'il s'agissait de ces personnes disparues, de sa juridiction. De plus, il faudrait que quelqu'un soit là pour me retrouver si je ne revenais pas. Je savais qu'il pensait à toutes les histoires qu'il avait entendues sur des chasseurs comme moi. Comment la plupart d'entre nous se retrouvent brisés, ensanglantés, seuls dans un endroit isolé et oublié. Statistiquement, il n'avait pas tort. Alors que nous entamions le sentier, le dernier rayon de soleil a disparu derrière les arbres, plongeant la forêt dans une ombre profonde. Devant nous, un chemin étroit serpentait entre de grands pins centenaires. Un vent froid soufflait, apportant avec lui une odeur que je reconnus immédiatement, l'odeur douce et putride de la mort. Et ainsi, une fois de plus, je suis entré dans les ténèbres, à la recherche de monstres. La forêt la nuit est un monde totalement différent. Les sons changent, les odeurs s'intensifient et les ombres prennent vie. Frank et moi avons parcouru le sentier principal, nos lampes de poche créant des bulles de lumière qui semblaient fragiles dans l'obscurité absolue qui nous entourait. Selon le plan de randonnée que les étudiants avaient laissé au service forestier, ils avaient l'intention de camper près d'un lac à environ 7 km du début du sentier. La température a continué à baisser. Notre souffle formait des nuages blancs dans l'air froid. Dans une autre situation, avec d'autres personnes disparues, j'aurais parié sur l'hypothermie ou un accident sur la piste. Mais quelque chose dans cette affaire sentait le surnaturel dès le début. Le Wendigo est l'une des créatures les plus anciennes et les plus redoutées des légendes des tribus du Nord. On dit qu'il naît lorsqu'un être humain commet le péché de cannibalisme pendant un hiver rigoureux. La faim transforme l'homme en monstre littéralement et complètement. Leur peau s'étire et pâlit, leurs membres s'allongent anormalement et leurs dents se transforment en crocs acérés conçus pour déchirer la chair. Mais le pire de tout, c'est la faim. Une faim qui ne peut jamais être satisfaite, peu importe la quantité que vous dévorez. Après 2 heures de marche, Frank m'a demandé si je pensais que nous trouverions encore quelqu'un en vie. Jai, honnêtement, répondu oui, peut-être. Les Wendigo gardent parfois leurs proies en vie pendant des jours, les stockant comme nourriture. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la cruauté calculée. La viande fraîche a meilleur goût que la viande mortette. Comme, je l'ai dit, la faim d'un Wendigo est infinie. Nous sommes arrivés au camping étudiant prévu vers minuit. Le lac était partiellement gelé, sa surface luisant dans la faible lumière de la lune croissante. Il n'y avait aucune trace de tente, ni d'incendie, ni neuf, ni ancien.
Si les jeunes gens y avaient campé, quelqu'un ou quelque chose en avait effacé toute trace. Frank a suggéré que nous vérifions les rives du lac. C'est alors que Jay trouvait la première véritable preuve, un appareil photo numérique, posé parmi les rochers près de l'eau. C'était moderne et cher, il appartenait probablement à l'étudiant en cinéma. L'appareil photo était intact, mais la batterie était morte. Je l'ai gardé dans mon sac à dos pour examiner plus tard si nous avions survécu. Nous avons continué nos recherches le long des rives du lac, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange à la surface de l'eau. Au début, je pensais que ce n'était que des reflets de la lumière de nos lampes de poche, mais ensuite, j'ai réalisé c'étaient des rayures dans la glace, longs et profonds, comme si quelque chose avec d'énormes griffes avait percé la surface gelée. Les égratignures formaient un chemin qui se dirigeait vers la forêt plus dense de l'autre côté du lac. Frank a remarqué mon expression et m'a demandé ce que j'avais vu. Jay montrait les rayures et expliquait leur pertinence. Les Wendigo sont connus pour laisser des marques comme celles-ci, non pas par accident, mais délibérément. C'est ainsi qu'ils délimitaient leur territoire. Nous avons décidé de suivre les rayures. À mesure que nous nous éloignions du sentier officiel et pénétrions dans la partie la plus dense de la forêt, le terrain devenait plus accidenté et difficile à parcourir. Les racines exposées d'arbres centenaires créaient des pièges naturels pour les pieds imprudents. Les branches basses ressemblaient à des mains squelettiques, essayant de nous attraper. Il serait facile de se perdre ici, même pendant la journée. La nuit, avec seulement nos lampes de poche pour éclairer le chemin, c'était presque suicidaire. Mais j'avais été dans des situations pires. Frank, en revanche, n'était clairement pas dans son élément malgré sa familiarité avec la région. Il trébuchait constamment et sa respiration devenait de plus en plus lourde. La peur fait ça aux gens. C'est à ce moment-là que nous l'avons entendu pour la première fois. Un cri lointain, si différent de tout ce que produisait une gorge humaine, ou un animal connu, que j'ai senti les poils de ma nuque se dresser. C'était haut et bas à la fois, comme si plusieurs voix criaient à l'unisson. Le cri du Wendigo. Frank m'a demandé dans un murmure tremblant si c'était ce que je pensais. J'aille confirmer d'un signe de tête. J'aille désarmer mon sac à dos, et j'aille attraper l'un des engins incendiaires que j'avais préparé, essentiellement un cocktail Molotov avancé, avec un mélange qui brûle plus longtemps et a de températures plus élevées que l'essence ordinaire. Lors de mes précédentes rencontres avec des Wendigo, le feu s'était avéré être la seule chose vraiment efficace contre eux. Nous avons continué à avancer dans la direction du cri, maintenant dans un silence absolu. Frank avait dégainé son arme, même si je savais qu'elle serait inutile contre ce que nous chassions. Mais parfois, tenir quelque chose de familier entre ses mains apporte du réconfort. Après encore 20 minutes de marche, l'odeur est devenue trop forte pour être ignorée. Ce mélange particulier de chair en décomposition et d'autres choses, une odeur chimique, presque métallique, qui est la marque de fabrique du Wendigo. Frank a dû s'arrêter pour vomir. Je ne lui en veux pas. Il m'a fallu des années pour m'habituer à cette odeur, et elle me retourne encore l'estomac. C'est alors que nous avons vu la grotte. Ce n'était pas grand, à peine plus qu'une fissure dans une petite formation rocheuse qui dépassait du sol forestier comme une dent cassée. L'entrée était basse, obligeant toute personne mesurant plus d'1,50 m à se pencher pour entrer. Mais le plus révélateur étaient les marques sur les rochers environnant le même rayure profonde que nous avions vues dans la glace. Nous avons trouvé votre nid. Jay demandait à Frank de rester derrière et de surveiller l'entrée pendant que j'effectuais la reconnaissance initiale. Il semblait soulagé de ne pas avoir à entrer dans la grotte, mais aussi inquiet de me laisser y aller seul. Je lui ai rappelé qu'entre nous deux, j'étais le seul à avoir affronté un Wendigo et à avoir survécu. Avant d'entrer, Jay préparait 2 cocktails Molotov et les ai placés dans les poches extérieures de ma veste pour un accès facile. Avec une lampe de poche dans la main gauche et mon fusil de chasse dans la droite, je me suis accroupi et j'ai marché dans l'obscurité. L'intérieur de la grotte était étonnamment grand, comme si la petite entrée n'était qu'un portail vers un monde souterrain beaucoup plus vaste. L'odeur était ici presque insupportable, concentrée et amplifiée par les murs de pierre. Ma lampe de poche a révélé à quoi je m'attendais, mais m'a quand même glacé le sang des os. De nombreux ossements éparpillés sur le sol en pierre. Certains sont vieux et blanchâtres, d'autres portant encore des restes de viande. Pas seulement les animaux. J'ai immédiatement reconnu des crânes humains parmi les restes. Je me suis déplacé plus à l'intérieur des terres, en suivant un couloir naturel qui s'enfonçait plus profondément dans la terre. La température semblait baisser à chaque pas et l'humidité augmentait. J'ai entendu de l'eau couler quelque part, devant moi.
C'est alors que j'ai vu le premier d'entre eux. Un jeune homme, probablement Michael Reese, l'étudiant en biologie. Il était attaché avec ce qui semblait être des fils de tendons et de cuir brut à une protubérance dans la paroi de la grotte. Son visage était pâle et couvert de terre, mais ses yeux s'écarquillèrent lorsque ma lumière les frappa. C'était vivant. Je me suis rapidement approché et j'ai vérifié son état. Il était déshydraté et affaibli, mais ne présentait aucune blessure grave autre que quelques coupures superficielles. J'ai posé ma lampe de poche sur le sol, pointé vers le haut pour fournir un éclairage ambiant, et j'ai commencé à couper ses liens avec mon couteau. Il essaya de parler, mais sa gorge était trop sèche pour produire autre chose qu'un râle rauque. Je lui ai proposé de l'eau de ma cantine. Après quelques gorgées gourmandes, il parvint à murmurer que la chose avait emmené Sarah plus profondément, dans la grotte quelques heures auparavant. Darren, pensa-t-il, était déjà mort. Ils ont vu la créature se nourrir de lui le premier jour. Jay finit de le libérer et je lui ai demandé s'il pouvait marcher. Confirma-t-il d'un faible signe de tête. Je lui ai demandé de suivre le chemin dans lequel j'étais entré, où Frank l'aiderait. Il hésita et posa des questions sur Sarah. Jay promit que je la retrouverais, mais qu'il devait d'abord se sauver. Alors que Michael titubait vers la sortie, j'ai continué plus profondément dans la grotte. Le tunnel bifurquait. Je m'arrêtais, essayant de décider quelle direction prendre, quand je l'entendis un gémissement sourd et tremblant venant du tunnel à droite. Sarah. Jay suivit le son rapidement mais prudemment. Le tunnel s'est élargi jusqu'à former une chambre, plus grande. Et elle était là, attachée de la même manière à Michael, mais à une stalactite au centre de la pièce. Il était conscient, mais son état était pire. Il y avait des marques de morsure sur ses bras et ses jambes pas assez profondes pour provoquer une blessure grave, mais suffisamment profonde pour provoquer des douleurs et des saignements. Le Wendigo se nourrissait lentement d'elle. Jay courut vers elle et j'ai commencé à couper ses liens. Ses yeux étaient fixés sur les miens, remplis de terreur et d'incrédulité, comme s'il ne pouvait pas croire que l'aide était arrivée. Je lui ai murmuré que tout irait bien, que je la sortirais de là. Un mensonge nécessaire. Rien n'allait et nos chances de nous échapper étaient minces. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu, je l'ai ressenti. Une présence ancienne et maléfique, une faim vivante qui semblait aspirer l'air de la grotte. Je me suis retourné lentement, travaillant toujours sur les liens de Sarah. Il était là, dans le tunnel par lequel j'étais entré. Le Wendigo. Même si Jen est déjà affronté d'eux, l'impact visuel ne diminue jamais. Il était trop haut pour la grotte et devait se pencher de manière grotesque. Sa peau était d'un blanc maladif, tendue sur une structure osseuse inhumaine. Les membres étaient longs et fins, se terminant par des griffes qui ressemblaient à des couteaux. Et le visage. Ce qui aurait pu être autrefois un visage humain n'était plus qu'un masque cauchemardesque, dominé par des yeux noirs profondément enfoncés et une bouche pleine de dents acérées, trop nombreuses pour tenir dans une mâchoire humaine normale. Il me regarda un long moment, comme surpris de trouver une nouvelle proie dans son nid. Puis il ouvrit la bouche avec un sourire d'horreur pure, et poussa à nouveau ce cri, le son que j'avais entendu dans la forêt. Mais maintenant, amplifié par les limites de la grotte. Sarah a commencé à pleurer et à trembler de façon incontrôlable. Il n'avait pas le temps de finir de la libérer. J'ai relâché le couteau, le laissant enfoncer dans la corde pour qu'elle puisse tenter de se libérer, et j'ai levé mon fusil de chasse. J'ai tiré 2 fois de suite, en visant la poitrine et la tête. Les tirs se sont enchaînés, renvoyant momentanément le Wendigo en arrière. Mais comme je le savais déjà, les armes conventionnelles ne font pas grand-chose d'autre que les ennuyer. La créature récupéra presque instantanément et chargea vers moi avec une vitesse impressionnante. Jay laissait tomber le fusil de chasse et Jay prit l'un des cocktails Molotov dans ma poche. Jay allumait le tissu au bout avec mon briquet et je l'ai lancé directement sur le Wendigo alors qu'il n'était qu'à 2 mètres. La bouteille s'est brisée contre sa poitrine, projetant le liquide inflammable qui s'est immédiatement enflammé en flamme intense. Le Wendigo a crié pas de douleur, mais de colère et de peur. Les flammes étaient en sa seule véritable faiblesse. Il recula, frappant frénétiquement son propre corps en feu, propageant encore plus le feu. Jay profitait de la distraction pour finir de libérer Sarah. Elle était trop faible pour marcher, alors je l'ai soulevée et j'ai couru vers le tunnel. Le Wendigo, encore partiellement en feu, bloquait la sortie. Il fallait que je réfléchisse vite. Les Wendigos sont incroyablement agiles, et, même blessés,
celui-ci pourrait facilement nous atteindre. J'avais besoin d'un avantage. C'est alors que j'ai remarqué les stalactites au plafond de la chambre, certaines semblant fixées de manière précaire. J'ai sorti mon pistolet et j'ai tiré plusieurs fois à l'endroit où les plus grandes formations se connectaient au plafond. À mon grand soulagement, cela a fonctionné. Plusieurs énormes stalactites tombèrent, l'une d'elles empalant le Wendigo à travers l'épaule, le clouant temporairement au sol de la grotte. Il hurla de fureur et de douleur, luttant et essayant de se libérer. Jai courut avec Sarah dans mes bras, devant le Wendigo immobilisé qui essayait de nous s'attraper avec ses griffes allongées. L'un d'eux m'a écorché la cheville, coupant profondément la botte et la peau. La douleur était intense, mais l'adrénaline m'a permis de continuer. Alors que nous traversions le tunnel, j'ai entendu le bruit d'une pierre se brisant derrière nous. Le Wendigo s'était libéré et se lançait à sa poursuite. Je pouvais entendre ses griffes gratter le rocher alors qu'il se déplaçait à une vitesse inhumaine. Nous atteignions la fourche et nous dirigeons vers la sortie. Devant nous, j'ai vu Frank aider Michael à se relever. Je leur ai crié de courir dehors, que la créature arrivait. Frank regarda derrière moi, son visage pâlissant lorsqu'il vit ce qui nous poursuivait. Jai remit Sarah à Frank et leur ai ordonné de mener les survivants à l'entrée de la grotte. J'avais besoin de gagner du temps pour qu'ils s'échappent. Je me tournais pour faire face au Wendigo, alors qu'il émergeait de l'ombre des parties de son corps toujours en feu, mais sa détermination inébranlable. Jai prit mon dernier cocktail Molotov et je l'ai allumé. La créature semblait comprendre ce que j'allais faire. Il hésita, ses yeux noirs fixés sur la bouteille que je tenais à la main. Pendant un instant, il parut presque humain dans sa peur. Mais ensuite, la faim qui le dévorait le poussa à nouveau. Je n'ai pas lancé le cocktail sur lui, mais sur le plafond, juste au-dessus de lui. La bouteille s'est brisée, déversant le liquide, inflammable qui a immédiatement pris feu. Le feu a commencé à se propager au plafond de la grotte, où de fines racines sèches et d'autres matières organiques fournissèrent du combustible. Le Wendigo leva les yeux, momentanément distrait par le feu qui se propageait. C'était suffisant. Jai sortit ma dernière arme, un pistolet lance-fusée que je gardais en cas d'urgence. Jai visait directement sa poitrine, et Jai tirait. La fusée a frappé durement le Wendigo, s'enfonçant dans sa cage thoracique où elle immédiatement commençait à brûler avec une intensité brutale. La créature rugit de douleur, son corps entier étant désormais englouti par des flammes si intenses que je dus m'éloigner de la chaleur. Je n'ai pas attendu d'en voir plus. Je me suis retourné et j'ai couru vers la sortie de la grotte, ma cheville blessée protestant à chaque pas. Derrière moi, les cris du Wendigo ont été lentement remplacés par le bruit des craquements et des effondrements de roches, alors que le feu affaiblissait la structure de la grotte. Jai émergeait de l'entrée de la grotte dans les dernières secondes, avant qu'elle ne se fondre complètement, enfermant le Wendigo dans une tombe de feu et de pierre. Frank avait réussi à emmener les deux survivants à distance de sécurité dans la forêt. Sarah était consciente mais tremblante, Michael semblait un peu plus rétabli après avoir bu de l'eau et mangé une barre énergétique de mon sac à dos. Alors que nous nous éloignions du site, Jai regardait en arrière une dernière fois. De la fumée sortait des petites fissures où se trouvait l'entrée de la grotte. J'aurais juré d'entendre encore un gémissement lointain et furieux venant des profondeurs de la terre. Il espérait sincèrement que le Wendigo avait été détruit par un incendie et s'était effondré. Mais une partie de moi, celle qui chassait les monstres depuis plus de 2 décennies, savait que de telles créatures ne mourraient pas facilement. La nuit touchait à sa fin. Bientôt, l'aube apporterait sa lumière révélatrice à la forêt, révélant les horreurs que l'obscurité avait cachées. Nous avions survécu, du moins pour le moment. 2 jeunes hommes étaient en vie. Un était mort. Ce n'était pas un résultat parfait, mais dans mon travail, il y a rarement des fins heureuses complètes. Frank m'a regardé avec une expression que j'avais déjà vue à plusieurs reprises, le regard de quelqu'un dont la vision du monde venait d'être irréversiblement modifiée. Il savait désormais, non seulement intellectuellement mais viscéralement, que les monstres s'existaient réellement. Cette connaissance est un lourd fardeau. Certains peuvent le porter, d'autres en sont écrasés. Jai commençait à boiter vers le chemin qui nous ramènerait à la civilisation, avec la certitude que mon travail était loin d'être terminé, et le doute persistant quant à savoir si nous avions vraiment vu le dernier de cette créature affamée. Le retour à travers la forêt fut lent et pénible. Sarah avait besoin d'être portée, à tour de rôle entre Frank et moi, malgré la douleur atroce dans ma cheville lacérée. Michael pouvait marcher, mais trébuchait souvent à cause de l'épuisement. À chaque aire de repos,
J'aille vérifier les signes indiquant que le Wendigo aurait pu s'échapper et nous suivre. La forêt restait silencieuse, à l'exception du bruissement occasionnel de petits animaux nocturnais qui revenaient après le dérangement que nous avions causé. Jai profitait de notre temps de repos pour vérifier l'appareil photo que j'avais trouvé. La batterie était pratiquement morte, mais Jai réussit à l'allumer brièvement pour examiner les dernières images capturées. Les premières photos correspondaient à ce que l'on attend d'étudiants en camping des paysages, des selfies souriants, des clichés artistiques du coucher de soleil sur le lac. Puis, les images ont changé de ton. Darren, l'étudiant en cinéma, avait documenté ses recherches sur la légende du Wendigo. Il y avait des photos de rayures sur les arbres, d'ossements d'animaux disposés de manière peu naturelle, une série d'images centrées sur une silhouette lointaine parmi les arbres au crépuscule. La dernière photo montrait quelque chose qui me glaçait le sang, l'image floue d'un être allongé, partiellement caché par la végétation, ses yeux reflétant la lumière du flash comme deux puits d'obscurité absolue. Ces jeunes n'étaient pas des victimes aléatoires. Ils avaient délibérément recherché les Wendigo, attirés par la même fascination morbide qui pousse les gens à bricoler des planches Ouija ou à explorer des maisons abandonnées. La différence est que le Wendigo était réel et qu'il était plus que disposé à recevoir des visiteurs. L'aube est finalement arrivée alors que nous étions à moins d'1 mile du parking. La lumière révélait pleinement le triste état de notre groupe. Sarah était pâle, ses morsures maintenant infectées et enflées. Mikkel avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, ses yeux enfoncés dans de profonds cernes, son expression vide reflétant le traumatisme de voir son ami se faire dévorer. Frank était épuisé mais déterminé, portant le poids de la responsabilité de nous tous. Et je... Eh bien, j'avais vécu pire. Sur le parking, nous avons trouvé des équipes de recherche et des ambulances qui attendaient. Frank avait contacté le département du shérif par radio lors de notre retour. Les ambulanciers ont immédiatement commencé à soigner Sarah et Michael, observant avec inquiétude les étranges morsures et coupures qui ne ressemblaient à rien de ce qu'il savait, vu auparavant. Pendant que Lon s'occupait des jeunes, Frank m'a emmené jusqu'à son véhicule officiel, à l'abri des oreilles indiscrètes. Nous devions aligner notre histoire. La version officielle serait Tour. Un gros ours agressif, probablement réveillé prématurément de son hibernation, a attaqué le groupe d'étudiants, tuant Darren. Sarah et Michael ont réussi à se réfugier dans une grotte, où ils ont été piégés lorsqu'une partie de la structure s'est effondrée. Nous les recherchions lorsque nous avons entendu leurs appels à l'aide et avons réussi à les secourir avant que le reste de la grotte ne se fondre. Simple, plausible et complètement faux. Mais qui croirait la vérité? Frank a posé des questions sur Darren, le corps. Jai expliquait qu'il n'y avait aucun corps à récupérer. Les Wendigo ne laissent aucun reste. Ce qu'ils ne pouvaient pas digérer, ils décoraient leur nid et le reste. Eh bien, le reste faisait partie d'eux. Chaque victime consommée augmente la puissance et la faim du Wendigo. Frank n'a pas insisté sur le sujet. Les survivants ont été transportés vers l'hôpital régional le plus proche. Frank a convaincu le département de m'emmener là-bas. Ma cheville avait besoin de soins médicaux et je voulais voir les jeunes. Pendant le trajet, Jay retirait la batterie de l'appareil photo de Darren et Jelay brisé en morceaux, que Jay jetait à différents endroits de la route. J'ai gardé la carte mémoire avec moi pour la détruire correctement plus tard. Il y a des vérités que le monde n'est pas prêt à connaître. À l'hôpital, j'ai reçu 12 points de suture à la cheville et une prescription d'antibiotiques. J'ignorerais probablement. Mon corps était couvert de cicatrices provenant de créatures bien pires qu'une Wendigo, une de plus ne ferait aucune différence. Pendant que les médecins s'occupèrent de moi, j'ai réfléchi à ce qui s'était passé. Le feu aurait dû tuer la créature. Cela devrait. L'effondrement a rendu impossible toute vérification, et je n'avais pas l'intention de retourner dans cette grotte pour vérifier. Mais quelque chose me dérangeait. Après le traitement, Jai rendu visite à Sarah et Michael. Ils étaient dans des pièces séparées, tous deux sous sédatifs. Les médecins étaient perplexes face aux morsures de Sarah. Elle ne correspondait à aucun prédateur connu dans la région. Jai entendu l'un des plus jeunes médecins marmonner quelque chose à propos de mâchoires humaines, mais impossible avant d'être fait taire par un collègue plus expérimenté. Les échantillons seraient envoyés pour analyse, mais seraient, soi-disant, perdus en cours de route. Frank le garantirait. Je suis passé devant la chambre de Michael en dernier. Contrairement à Sarah, il était éveillé, regardant par la fenêtre la forêt au loin. Quand je suis entré, ses yeux se sont tournés vers moi et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Il y avait une lueur fébrile dans leur esprit,
une intensité qui n'avait pas été présente lors du sauvetage. Il m'a remercié d'une voix rauque, non pas de l'avoir sauvé, mais de lui avoir montré la vérité. Jai demandait à quelle vérité il faisait référence. Sa réponse m'a glacé jusqu'aux os. Il parla de la beauté du Wendigo, de la pureté de sa femme éternelle, de la façon dont il avait compris quelque chose alors qu'il était piégé dans la grotte. Il m'a dit que depuis son sauvetage, il ressentait une faim qu'aucune nourriture hospitalière ne pouvait satisfaire. Je savais exactement ce qui se passait. C'est l'une des caractéristiques les plus dangereuses des Wendigo, leur capacité à infecter les victimes qui y ont été exposées pendant des périodes prolongées. La transformation commence dans l'esprit avant de se manifester dans le corps. Michael avait toujours l'air humain, mais son esprit était déjà en train de changer. Je m'assis à côté de son lit, sachant ce que je devais faire. Jai expliquait qu'il y avait deux issues possibles à sa situation actuelle. La première, il lutterait contre la faim croissante, chercherait une aide spécialisée, je lui ai proposé des contacts, et pourrait éventuellement inverser le processus initial de transformation. J'avais déjà vu cela se produire une fois auparavant, même si la personne ne s'était jamais complètement rétablie. La deuxième voie était de céder à la faim, ce qui le conduirait inévitablement à rechercher le type de viande dont son corps avait désormais envie. Dans ce cas, je le reverrais, et notre prochaine rencontre se terminerait avec lui comme un tas de cendres. Michael m'a étudié pendant un long moment, ses yeux fiévreux évaluant le sérieux de mes paroles. Finalement, il hocha lentement la tête. Il a dit qu'il essaierait la première voie, mais sa voix n'avait que peu de conviction. Jai laissait mon numéro de téléphone et je suis parti, sachant que nous nous reverrions probablement dans des circonstances beaucoup moins amicales. Dans le couloir, j'ai trouvé Frank en train de parler au médecin. Il avait organisé des transferts vers un plus grand hôpital de la ville, où les jeunes recevraient un traitement spécialisé en fait. Ils seraient surveillés par des personnes connaissant la vérité sur le surnaturel. L'histoire de Lourdes était de plus en plus acceptée, surtout après qu'un garde forestier local ait trouvé des preuves de l'activité des oursins près de la grotte effondrée. Avant de partir, Frank m'a remis une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une somme d'argent considérable, mon salaire de consultant et la clé d'une chambre de motel voisine, payée pour une semaine. Un endroit pour se reposer et récupérer avant de reprendre la route. Jai acceptait les deux avec un signe de tête de remerciement. Dans notre monde, il n'y a pas d'avantages sociaux, d'assurance maladie ou de retraite. Juste des paiements en espèces et la chance occasionnelle de dormir, dans un lit qui n'est pas infesté de punaises de lit. Frank m'a demandé si c'était fini. Jai répondit honnêtement que je ne savais pas. Les Wendigo devraient être morts, mais des créatures si anciennes et si puissantes ont des moyens de survie qui défient notre compréhension. Et même si celui-ci avait été détruit, il y en aurait toujours d'autres. Il y aurait toujours un humain désespéré au cours d'un hiver cruel, faisant le choix terrible qui initiera la transformation. Nous nous sommes dit au revoir avec une poignée de main ferme. Frank appartenait désormais au petit cercle de personnes qui connaissaient la vérité et étaient capables de continuer à fonctionner dans le monde normal. Il redeviendrait député dans une petite ville, s'occupant principalement des ivrognes tapageurs et des disputes domestiques occasionnelles, mais sachant désormais que des choses bien pires se cachèrent dans l'ombre. Quant à moi, j'ai passé les 2 jours suivants au motel, récupérant et mettant à jour mon journal avec les détails de cette affaire. Wendigo, nord du Minnesota, 27 mars 1995, 3 victimes, 2 sauvées, 1 mortellement, élimination par incendie-effondrement non confirmé. Jai ajoutait une note sur une éventuelle infection de Michael, avec un rappel de vérifier son statut dans quelques mois. La nuit avant mon départ, Jai rêvait de la forêt. Dans le rêve, je marchais parmi les arbres centenaires, la neige tombant doucement autour de moi. Je pouvais sentir des yeux m'observeurs depuis l'ombre, entendre des branches se briser sous des pas qui n'étaient pas le mien. Puis, devant moi, j'aperçus une silhouette allongée et pâle, aux membres trop fins, aux doigts terminés par des griffes, acérées. Mais le plus inquiétant était son visage, pas le visage monstrueux du Wendigo des cavernes, mais le jeune visage humain de Michael, ses yeux maintenant complètement noirs, un sourire plein de dents pointues s'élargissant incroyablement. Je me suis réveillé couvert de sueur froide, ma cheville blessée me lançait douloureusement. Jai regardait par la fenêtre du motel la sombre ligne de forêt à l'horizon. Quelque chose me disait que cette affaire n'était pas close, que je finirais par revenir dans cet endroit. Les Wendigo sont patients. Ils peuvent attendre des décennies pour se venger. Le lendemain matin, Jai emballait mes affaires, vérifiait mon équipement, et me suis dirigé vers mon prochain cas des rapports faisant état d'une créature aquatique attaquant des pêcheurs dans un lac du Wisconsin.
Le travail d'un chasseur n'est jamais terminé. En quittant le Minnesota, Jai réglait la radio sur une station locale. Il parlait de l'attaque de lourd qui avait tué un étudiant et blessé 2 autres. L'annonceur a mentionné que les autorités envisageaient de fermer certaines parties de la forêt au camping, au moins jusqu'à ce que l'ours soit localisé et éliminé. Jai dut rire de l'ironie. Il ne trouverait jamais le véritable coupable. Jai prit la route principale vers le sud, laissant derrière moi les anciennes forêts du nord. Sur le siège passager, mon journal était ouvert sur la page Wendigo, l'encre encore fraîche. À côté de lui se trouve l'appareil photo de Darren, désormais sans batterie ni carte mémoire, un rappel silencieux du prix du savoir. Au fur et à mesure que les kilomètres s'écoulaient, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose m'observait dans le rétroviseur. Peut-être s'agissait-il simplement de paranoïa, le résultat naturel de décennies de chasse à des créatures que la plupart des gens considéreraient comme impossibles. Ou peut-être que le Wendigo avait survécu et qu'il connaissait désormais mon visage, mon odeur, mon essence. La route s'étendait devant moi, me menant au prochain monstre, à la prochaine chasse. C'était ma vie un cycle sans fin de poursuites et de fuites, de prédateurs et de proies, sans jamais vraiment savoir quel rôle je jouais. Alors que je m'éloignais de cette ancienne forêt, une certitude me restait: la fin ne finit jamais. Cela change simplement de forme. Jai ajustait le rétroviseur, apercevant un dernier aperçu des arbres lointains. Pendant un instant, il me sembla que quelque chose de grand et de pâle se tenait au bord de la route, me regardant partir. Quand Jai regardait directement, il n'y avait rien. Seulement des ombres, le souvenir persistant de cris inhumains résonnant dans l'obscurité.